bonjour à tous. Je devais ouvrir un cycle qui portait sur, qui allait de l'open source au développement de culture commune. Le speaker qui était avant moi devait parler d'open source, il n'est pas là, donc la transition va être brutale. Je vais vous parler non pas d'une initiative personnelle, mais d'une sensation d'un mouvement qui a cours, qui a lieu, et je pense que ma présentation sera aussi connectée à la présentation des intervenants suivants. Je pense notamment à Deli qui est dans la salle. Je viens vous parler de contre-culture, je viens vous parler de commun. J'aimerais faire référence à une autre speaker, Diana Filipova, qui nous a démontré, pas plus tard qu'hier, que les politiques nous proposaient un tableau un peu noir, qui est le tableau d'une volonté de retour vers un plein emploi que l'on a du mal à retrouver puisque la société change, elle mute, et la société industrielle est un temps révolu et nous conduit à des mutations du travail fortes. Et nous sommes dans une situation de rareté, avec une sensation de combat pour la subsistance et pour trouver un travail. Cette vision-là, c'est une vision erronée, c'est ce que propose Diana. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Correa ? Non. Correa, qui est-ce ? C'est un homme politique qui est à la tête de l'Équateur en ce moment, qui a été réélu dans ses politiques depuis une dizaine d'années et qui a porté l'Équateur à un taux de chômage de 4%. Correa est passé l'année dernière en France de manière complètement anonyme. Il n'a pas du tout été couvert par les médias. Pourquoi ? Là aussi, n'est-ce pas une erreur des politiques de ne pas s'inspirer des initiatives à l'étranger ? J'ai l'impression qu'on a un peu des œillères et qu'on ne veut pas regarder ni les mutations de notre société, ni ce qui se passe à l'extérieur. Donc la proposition que je vous fais, c'est d'ouvrir un peu les yeux et de regarder un peu des tendances émergentes qui se font non pas de manière top-down, mais de manière bottom-up, c'est-à-dire par le bas, par un ensemble d'initiatives qui sont portées par des mouvements alternatifs. Et c'est en cela que j'aimerais vous parler de contre-culture et de culture des communs, en replaçant un petit peu une généalogie et des bases, des fondements. Donc qu'est-ce que sont les communs ? La culture des communs, on y baigne déjà depuis des années. Dans les années 70, les mouvements communalistes ont lancé une contre-culture aux États-Unis en essayant de porter des nouvelles règles de vie grâce aux technologies personnelles. Donc on était déjà dans un mouvement d'accompagnement de nos évolutions techniques, technologiques, au travers la réinvention de quotidien. Internet ensuite s'est développé avec des pionniers qui ont tenté de garder cette richesse et cette ressource en tant que système extérieur au monde marchand. Et enfin, dans les années 90, Tim Berners-Lee a commencé à parler de web et s'est posé la question du web comme un bien commun. Et aujourd'hui, on vit dans cette culture ouverte où on partage des savoirs de manière libre avec cette volonté de conserver une neutralité du net. Donc, on vit déjà dans cette culture des communs. Les communs, qu'est-ce que c'est ? C'est donc l'idée d'une communauté, une communauté active qui peut être petite ou grande, une communauté d'habitants ou à l'échelle d'un pays. Une communauté, elle peut être locale, une communauté d'habitants, ou déterritorialisée, c'est-à-dire, par exemple, une communauté de développeurs. Cette communauté, elle gère une ressource. Cette ressource, elle peut être matérielle, comme un champ. Elle peut être immatérielle, comme l'Internet. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Et cette ressource, elle est régie par des régimes qui ne sont pas des régimes de propriété, ni publics ni privés, mais ces ressources sont régies par l'ensemble de droits d'usage.
Et pour gérer cette ressource, il faut donc le troisième aspect des communs, qui est la notion de gouvernance, avec un ensemble de règles qui sont auto-élaborées et qui permettent donc de définir des droits d'usage de ces ressources en vue de les protéger, de les faire grandir et fructifier. Les communs, ce n'est pas nouveau. Je vous en ai parlé par rapport au web, mais bien au-delà de ça, on vit à l'échelle internationale dans une société régie par des communs. Du XII au XVIIIe siècle, en Europe, la plupart de nos territoires étaient en fait des biens communs. Je prends l'exemple de la Charte des forêts, qui va fêter son 800e anniversaire cette année. Et si on fait référence un petit peu à l'international, aujourd'hui encore, 90% de la population subsaharienne vit sous ce régime de biens communs, c'est-à-dire se nourrit de ressources qui sont gérées par des communautés. Et ça représente à peu près 2 milliards de personnes. Alors que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'on a switché d'une vision de nos ressources naturelles ou informationnelles communes à cette idée qu'on est dans une société marchande et une société basée sur un principe de rareté? Eh bien, ça vient notamment de la révolution industrielle, qui a instauré un régime de propriété, notamment à partir de l'agriculture. Et les paysans ont vu leurs terres se faire accaparer sous un régime de propriété pour fournir les usines. Et ce mouvement de la révolution industrielle, vous le savez, il a été accompagné par une révolution intellectuelle avec des penseurs comme Adam Smith ou Bloch qui ont régi ce principe de propriété, partant du principe que l'être humain n'était pas capable, parce qu'il était égoïste, de gérer une ressource commune et qu'il allait se réapproprier forcément la ressource à des finalités personnelles. Et donc la seule manière de pouvoir garantir qu'on ait suffisamment de ressources sur cette terre, c'était la propriété privée. Donc ça, c'est un petit peu la pensée dans la vision dans laquelle on vit actuellement et dans laquelle on est un petit peu enclos. Pourtant, vous le savez, on a des bonnes nouvelles et les communs se réorganisent au travers différents mouvements dont vous allez voir différents exemples tout à l'heure. On sort progressivement de ce duopole marché public avec des enjeux de transition qui doivent trouver leur réponse au travers de nouvelles modalités de gouvernance de nos ressources. Les communs, c'est aussi l'idée de trouver de nouvelles formes de démocratie représentative qui ont trouvé leurs limites au travers des derniers exemples comme l'affaire Snowden ou autres. On a, grâce au prix Nobel d'Elinor Ostrom en 2009, une légitimation académique de cette ouverture intellectuelle vers les communs. Elinor Ostrom, qui est politiste, mais qui a reçu le prix Nobel d'économie et qui a institutionnalisé cette idée de commun. Enfin, vous avez toutes les démarches liées au savoir libre et à l'open source qui sont en train de se propager au travers de différents exemples que vous verrez au travers des différents speakers qui vont suivre. Donc aujourd'hui, les communs, c'est quoi? C'est l'Internet, c'est le logiciel libre, c'est la diffusion de la connaissance au travers des contenus comme Wikipédia et les licences Creative Commons. C'est l'ouverture des données avec des initiatives comme l'Open Knowledge Foundation ou OpenStreetMap. C'est l'open hardware, l'open design, l'ouverture des savoirs scientifiques et la biologie ouverte. Alors, est-ce qu'on parle de création ou de réappropriation? Selon moi, on parle plutôt de réappropriation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et je voudrais mentionner un certain nombre de points importants pour bien comprendre les communs. Les communs ne se construisent pas en dehors du marché ou de l'État. Ils peuvent cohabiter. Ils sont un contrepoint au marché quand celui-ci devient trop agressif par rapport à nos libertés. Et il ne se situe pas non plus contre l'État, c'est-à-dire que l'État peut se positionner en tant que garant des communs. Les communs, ce n'est pas un dogme, c'est l'idée de ressources et de gestion de ces ressources de manière plastique avec des solutions qui se réinventent. Et les communs, enfin, s'appuient sur
toute une culture populaire que vous connaissez au travers le monde associatif notamment. Donc, ça c'est pour la théorie. Pour l'action, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur des initiatives comme les labs, Kitri et Aurélien vous présenteront des initiatives tout à l'heure. On s'appuie aussi sur des initiatives plus traditionnelles. Je ne sais pas si certains d'entre vous fréquentent la MJC de son quartier. Moi, je ne la fréquente pas. Et pourtant, une MJC, c'est un bien commun. Donc, travailler sur la revitalisation des biens communs, c'est prendre conscience que nous disposons de réseaux déjà actifs et qu'il faut réactiver. Et pour terminer, donc, un certain nombre d'initiatives que vous pouvez trouver au travers les différentes associations qui portent les communs. Je pense à Ville au bien commun, à WeShare, à Remix the Commons, avec des initiatives qui vont éclore l'année prochaine sur les modèles de l'École des communs de Barcelone, le School of Commoning de Londres, l'Université des communs en Allemagne et l'Université des communs, l'École des communs à Montréal. Donc un certain nombre d'événements auxquels je vous donne rendez-vous l'année prochaine, notamment Ville en bien commun 2015, la célébration des 800 ans de la Magna Carta, et puis plusieurs séminaires, notamment un séminaire franco-italien sur la Charte des communs en Italie. Voilà. Merci beaucoup Sylvia.